Bienvenue dans un nouvel épisode où on plonge tête baissée dans le trio infernal qui façonne notre monde digital. La controverse, les mouvements sociaux et l'humour 2.0. Vous l'avez sûrement remarqué, aujourd'hui tout le monde semble avoir un avis sur tout. Et chaque tweet, chaque post, chaque vidéo peut déclencher une vague de réactions, parfois complètement disproportionnées. Mais pourquoi ce besoin constant de chercher le clash, d'attiser les flammes? Est-ce simplement pour récolter quelques likes de plus, ou y a-t-il un phénomène plus profond à l'œuvre? On va décortiquer ensemble comment la controverse est devenue l'oxygène de nos timelines, alimentée par des algorithmes qui carburent à l'indignation. Ensuite, on explorera la manière dont les mouvements sociaux ont trouvé une nouvelle scène dans la culture pop, où le soutien à une cause peut se transformer en stratégie marketing, parfois douteuse. Et pour finir, on s'attaquera à l'évolution de l'humour à l'ère numérique. Entre dark humor et cancel culture, l'humour a-t-il encore un espace de liberté ou est-il devenu un terrain miné? C'est parti! Ah, la controverse, ce phénomène aussi vieux que le monde, mais devenu un véritable sport de compétition, à l'ère des réseaux sociaux. Si autrefois les polémiques se limitaient aux discussions enflammées autour de la table familiale ou aux éditoriaux incendiaires dans les journaux, aujourd'hui elles sont omniprésentes et inévitables. De Madonna à Twitter en passant par TikTok, les controverses modernes ne connaissent plus de frontières ni de temps mort. Et devinez quoi, c'est loin d'être un hasard. Prenons un instant pour revenir aux années 80 et 90, où les figures comme Madonna déchaînaient les passions avec leurs provocations. À l'époque, son clip Like a Prayer a fait exploser les débats, mêlant sexualité et religion dans un cocktail explosif. C'était la recette parfaite pour capturer l'attention des médias traditionnels. Mais à l'époque, la controverse se diffusait encore lentement, à travers des canaux relativement centralisés comme la télévision ou la presse écrite. Puis sont arrivés les réseaux sociaux. Imaginez une plateforme où tout le monde peut devenir le héros ou le méchant de sa propre saga en un seul tweet ou une vidéo TikTok. Les réseaux sociaux ont transformé chaque utilisateur en potentiel déclencheur de tempêtes médiatiques et chaque marque, chaque célébrité en cible mouvante. L'échelle de diffusion est passée de quelques centaines de milliers de spectateurs à des millions en l'espace de quelques minutes. Résultat, une amplification sans précédent des controverses. Alors, pourquoi cette explosion des controverses? On peut dire merci, ou pas, à l'économie de l'attention, ce système ingénieusement pervers où chaque clic, chaque like, chaque retweet devient une monnaie d'échange. Les plateformes comme Twitter, TikTok et Instagram ne cherchent pas seulement à nous divertir, elles veulent nous accrocher. Et quoi de mieux pour captiver que l'indignation, la colère ou l'émotion brute? Ce sont ces réactions viscérales qui génèrent de l'engagement. Et plus il y a d'engagement, plus les plateformes engrangent des revenus. C'est le cercle vicieux parfaitement huilé. Mais ne vous y trompez pas. Ce n'est pas seulement une question de business, il y a aussi une dimension sociopolitique. Les controverses en ligne permettent de polariser le débat public, de fragmenter les opinions et parfois même de manipuler l'opinion publique à grande échelle. On a bien vu avec l'élection présidentielle américaine de 2016, où des campagnes de désinformation massives ont été menées sur Facebook et Twitter, touchant des dizaines de millions de personnes. Prenons quelques cas récents pour illustrer cette machine bien rodée. On pourrait parler de la récente controverse autour de certains créateurs de contenu sur TikTok, où la moindre fausse note dans une vidéo peut entraîner une vague de critiques, de cancel culture et de réponses enflammées. On assiste alors à une escalade rapide, souvent disproportionnée, où la personne au centre du scandale est tour à tour défendue et attaquée par des millions d'internautes. Un autre exemple marquant est l'impact du mouvement Black Lives Matter, qui, bien qu'initialement axé sur les revendications sociales sérieuses, est devenu un champ de bataille numérique où chaque position, chaque nuance est scrutée, critiquée et parfois exploitée par les entreprises à des fins marketing. Ce mouvement, en grande partie né et amplifié par les réseaux sociaux, montre à quel point une cause peut rapidement se transformer en controverse multiple, souvent détachée de son objectif initial. La controverse à l'ère numérique est devenue une véritable industrie nourrie par des plateformes qui prospèrent sur l'engagement émotionnel. Que ce soit à travers les débats politiques, les scandales de célébrités ou les mouvements sociaux, les réseaux sociaux ont transformé la controverse en un spectacle global où chacun peut jouer un rôle, pour le meilleur et pour le pire.
La grande question qui reste est de savoir si cette escalade constante est durable ou si elle finira par lasser et conduire à un rejet massif de ces plateformes. Mais ça, c'est un sujet pour un autre épisode. Les mouvements sociaux et la culture pop, c'est un peu comme ce duo improbable mais inséparable. Le café et les croissants, ou Kanye et ses dérapages. Sauf qu'ici, on parle d'enjeux beaucoup plus sérieux, où les hashtags et les t-shirts à slogan deviennent des symboles de résistance, d'identité et parfois de marketing un peu trop bien ficelé. Alors comment est-ce que un mouvement comme Black Lives Matter s'est retrouvé sur les réseaux sociaux de nos marques préférées et qu'est-ce que ça dit de notre époque ? D'un côté, on a des marques qui se sont découvertes une conscience sociale presque du jour au lendemain. Prenez Nike par exemple. Depuis leur campagne controversée avec Colin Kaepernick, qui a osé prendre un genou au sol en plein hymne national pour dénoncer les violences policières, Nike s'est positionné comme une marque pionnière du woke marketing. Ils n'ont pas seulement affiché leur soutien sur les réseaux sociaux, ils ont carrément mis Kaepernick au centre de leur campagne Just Do It, redéfinissant ce que signifie prendre position dans le monde du sport et du business. Le pari était risqué, mais il a payé. Nike a vu ses ventes exploser malgré les appels au boycott. C'est un exemple parfait de comment une marque peut transformer une controverse en opportunité en s'alignant ostensiblement avec un mouvement social. Mais attention, tous les exemples ne sont pas aussi glorieux. Prenons Wendy's, qui s'est retrouvé sous les feux des critiques après avoir promis d'amplifier les voix noires sur Twitter, pour ensuite disparaître des radars sans rien faire de concret. Sur les réseaux, on parle souvent de receipts, ces preuves d'action réelles qui viennent appuyer des déclarations en ligne. Et quand ces receipts manquent à l'appel, les sanctions du public sont immédiates et impitoyables. Là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand la culture pop ne fait plus que refléter les mouvements sociaux, mais devient un moteur de changement en soi. Des marques comme Ben & Jerry's sont allées au-delà de la simple déclaration d'intention. Dès les premières vagues du mouvement Black Lives Matter, ils ont converti leur compte Instagram en véritable plateforme éducative sur les injustices raciales, allant jusqu'à délaisser temporairement la promotion de leur glace pour se concentrer exclusivement sur des messages militants. Leurs posts engagés comme We Must Dismantle White Supremacy ont non seulement renforcé leur image de marque, mais ont aussi suscité un engagement massif de la part de leur audience, prouvant que parfois la prise de position ferme et sans compromis peut payer en termes de loyauté des consommateurs. Parallèlement, on voit d'autres marques qui utilisent la culture pop de manière plus subtile, voire cynique, pour rester pertinentes. McDonald's, par exemple, a collaboré avec des icônes comme Travis Scott et BTS, capitalisant sur leur influence pour relancer l'intérêt pour leur menu. Là, on n'est pas dans la politique frontale, mais dans une stratégie où la culture pop sert de levier pour reconnecter avec un public jeune et engagé qui valorise l'authenticité, ou du moins ce qui en a l'air. Et puis, il y a les ratés monumentaux. L'Oréal, par exemple, a tenté de surfer sur la vague Black Lives Matter en postant un tweet de soutien rapidement démoli par les internautes qui ont rappelé que la marque avait, quelques années plus tôt, lâché une de leurs égéries transgenres noires, Monroe Bergdorf, pour avoir dénoncé le racisme. Confronté à cette hypocrisie, L'Oréal a été forcé de faire marche arrière, d'apporter des excuses publiques et d'offrir à Bergdorf un rôle consultatif au sein de leur comité pour la diversité. Cet exemple montre bien à quel point l'authenticité est cruciale et comment les marques doivent être prêtes à rendre des comptes si elles veulent éviter le backlash. Ce qu'on retient de tout ça, c'est que la frontière entre activisme sincère et opportunisme marketing est fine, très fine. Les consommateurs, surtout les plus jeunes, sont de plus en plus attentifs et critiques envers les marques qui surfent sur les mouvements sociaux pour booster leurs ventes. Dans ce monde où chaque tweet, chaque post Instagram peut être scruté, analysé et critiqué, les entreprises qui ne font pas preuve de transparence et de cohérence risquent gros. Mais pour celles qui s'engagent vraiment, qui alignent leurs paroles avec leurs actions, les gains, qu'ils soient financiers ou en termes de réputation, peuvent être immenses. Vous vous souvenez de l'époque où on riait devant des blagues simples, des jeux de mots et des sketchs télévisés bien rodés ? Eh bien, cette époque semble appartenir à la préhistoire, du moins dans le monde numérique. Aujourd'hui, l'humour a pris un tournant radical, s'adaptant aux codes de TikTok, de Twitter et des mimes omniprésents.
Mais cette transformation n'est pas une simple évolution, c'est une véritable révolution, où chaque sourire peut masquer une polémique potentielle. Alors comment l'humour a-t-il évolué dans cet univers digital? Spoiler alerte, c'est à la fois fascinant et légèrement terrifiant. Il n'y a pas si longtemps, Vine était le roi incontesté des vidéos courtes, avec ses clips de 6 secondes qui devaient capturer l'essence de l'humour en un clin d'œil. C'était une époque où l'humour se déclinait en autodérision, en gags visuels rapides et en punchlines percutantes. Mais Vine a rapidement été supplanté par des plateformes comme TikTok, qui ont non seulement allongé le format, mais ont aussi enrichi le contenu avec des effets visuels, des filtres et des musiques virales. Le résultat, un humour plus sophistiqué, parfois plus sombre, qui joue avec les frontières du bon goût. Sur TikTok, l'humour est devenu un langage codé, où des blagues, souvent des références croisées à des mimes, des tendances éphémères ou même des événements tragiques. C'est un humour qui se nourrit de l'instantané, où chaque vidéo peut devenir virale en quelques heures, mais peut aussi être oubliée tout aussi vite. Cette volatilité a conduit à une culture où la nouveauté et l'audace sont valorisées, parfois au détriment de l'empathie et de la sensibilité. À l'ère numérique, les frontières de l'humour se sont considérablement élargies, mais elles se sont aussi dangereusement effacées. Sur les plateformes comme TikTok, on trouve des exemples d'un humour qui frôle l'exploitation émotionnelle, voire la provocation gratuite. Des utilisateurs jouent parfois avec des sujets sensibles, comme des événements tragiques ou des traumatismes personnels, sous couvert de dark humor. Mais cela soulève la question, à partir de quel moment l'humour cesse-t-il d'être drôle pour devenir offensant, voire toxique? Un exemple frappant est celui des mimes qui exploitent les tragédies comme le 11 septembre ou l'Holocauste. Ces blagues, souvent posées par des utilisateurs jeunes, tentent de choquer plus que de faire rire, ce qui conduit à une réflexion sur les limites de l'humour à l'ère numérique. Sur TikTok, ces contenus peuvent devenir viraux, mais ils sont aussi rapidement critiqués pour leur manque de respect et leur insensibilité. Le phénomène de la cancel culture joue également un rôle crucial ici. Dans un contexte où tout contenu est public et permanent, une blague mal interprétée ou mal formulée peut rapidement entraîner un lynchage numérique. Ce n'est plus seulement l'humour qui est en jeu, mais aussi la réputation et la carrière des créateurs de contenu. Certains comédiens et influenceurs ont vu leur carrière voler en éclats après avoir franchi la ligne rouge, ce qui souligne à quel point l'humour est devenu un terrain miné. L'humour en ligne ne se contente pas de divertir, il reflète aussi les anxiétés et les préoccupations de notre société actuelle. À une époque où les crises économiques, les pandémies et les conflits mondiaux dominent les conversations, il n'est pas surprenant que l'humour prenne parfois une teinte sombre et désillusionnée. Les mimes en particulier sont devenus un moyen pour les jeunes générations de digérer l'absurde et le tragique de notre monde. C'est un mécanisme de défense collectif, un moyen de faire face à l'incertitude avec une dose de cynisme. Ce type d'humour est aussi un outil de résistance et de subversion. Il permet de critiquer les pouvoirs en place, de dénoncer les injustices sociales ou simplement de pointer du doigt les absurdités du quotidien. Sur Twitter, les blagues politiques, les mimes satiriques sont devenus des armes redoutables pour exprimer un mécontentement ou pour mobiliser des communautés autour d'une cause. L'humour, dans ce contexte, devient un vecteur de changement social, un moyen de contourner les discours traditionnels pour toucher directement les esprits. À l'ère du numérique, l'humour est un phénomène complexe, à la fois miroir et moteur de notre société. Il est plus rapide, plus audacieux, mais aussi plus risqué. Sur des plateformes comme TikTok, l'humour est à la fois une source de divertissement et un champ de bataille, où chaque blague peut être un coup de génie ou une bombe à retardement. Pour les créateurs, comme pour les spectateurs, il s'agit de naviguer dans un espace où les rires sont parfois mêlés d'inquiétude, où l'instantanéité du web impose de nouvelles règles du jeu. Alors la question est, où trace-t-on la ligne entre l'humour et l'offense? Peut-on encore rire de tout ou faut-il redéfinir ce que cela signifie dans un monde hyper connecté et hyper réactif? Ce qui est certain, c'est que l'humour numérique continuera d'évoluer, reflet indéfectible des défis et des contradictions de notre époque. Pour conclure cet épisode, j'ai exploré comment la controverse est devenue une arme puissante et parfois dangereuse, notamment à travers les réseaux sociaux où un simple tweet peut déclencher un véritable raz-de-marée médiatique. Ensuite, je me suis penchée sur l'intégration des mouvements sociaux dans la pop culture, où les causes sociales sont souvent transformées en slogans marketing, pour le meilleur ou pour le pire.
Enfin, j'ai analysé l'évolution de l'humour à l'ère numérique, un terrain de plus en plus complexe où chaque blague doit jongler entre rire et réflexion, avec toujours le risque de franchir la ligne rouge. Et vous, comment réagissez-vous face à la controverse? Est-ce que vous la suivez de près ou préférez-vous l'éviter? Quels mouvements sociaux ont influencé votre vision de la culture pop ces dernières années? Si cet épisode vous a fait réfléchir, sourire ou même un peu grincer des dents, pensez à vous abonner pour rester informé des prochains sujets que je vais décortiquer. Partagez cet épisode avec vos amis et n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Surtout si vous avez des opinions fortes, j'adore les lire. On se retrouve très bientôt pour un nouveau plongeon dans les sujets qui font vibrer notre monde numérique. Allez, salut!